La France n'a pas connu de guerre depuis plus de 70 ans. Et pourtant, son sol porte encore les stigmates des conflits qui l'ont traversé. Il y a des quantités énormes de munitions. On en retire tous les ans 500 tonnes. Selon la plupart des études, on en retrouvera pendant des dizaines, des centaines d'années. Ces nombreux engins explosifs qui polluent toujours nos terres sont le résultat des deux grandes guerres mondiales dont la France a été le théâtre. On s'accorde à peu près à dire que la Première Guerre mondiale, on a à peu près utilisé 1 milliard d'obus. Quand on parle de 13 millions de mines, c'est vraiment 13 millions de mines. Des obus de 14-18 jusqu'aux bombes aériennes de 39-45, chaque année, les démineurs exhument 500 tonnes de projectiles de tout calibre. C'est une part de notre histoire nationale que cela nous raconte. Ces millions d'engins meurtriers, dont l'explosion peut intervenir à tout moment, menacent toujours les populations civiles. Un blessé ou un enfant qui se tue avec une munition de guerre, pour nous, c'est un échec. Le risque, il est à chaque fois qu'on intervient sur une munition. Lorsque le démineur, il y a une explosion, qu'il y a un danger, c'est plus la mort que la blessure. Alors que ces guerres sont finies, les bombes, obus, mines ou grenades tapis sous terre attendent d'être dépolluées par les 330 démineurs de France. Ce travail titanesque couvre tout le territoire. Champs, villages, forêts, mais aussi rivières et ports sont concernés. Tout ça, c'est la Seconde Guerre, tout ça. Depuis 70 ans, les démineurs effacent les stigmates de 100 ans de guerre. Des hommes qui œuvrent dans l'ombre pour nous protéger. Il y a encore 7 siècles d'enlèvement de munitions sur le territoire national. C'est énorme. Plongés dans l'histoire et le quotidien des démineurs. Attention pour un tir. 3, 2, 1. La grande histoire du déminage français est intimement liée aux deux conflits mondiaux qui se sont déroulés sur son sol. Tout l'arsenal militaire de ces deux guerres, obus d'artillerie, bombes aériennes ou encore grenades, sont encore enfouis dans la terre. Le déminage, la particularité, c'est qu'on enlève les munitions qui n'ont pas explosé. Donc à l'époque, 14-18, on disait qu'il y avait entre 10 et 15% de munitions qui n'explosaient pas. Il y a eu 1,2 milliard de projectiles qui ont été tirés de toutes nationalités confondues. Autrement dit, c'est 20% de ces 1,2 milliard de projectiles qui n'ont pas explosé et qui sont potentiellement encore dans le sol. Aujourd'hui en France, 330 démineurs sont répartis sur 20 centres. L'unité de déminage de Colmar est juste à côté de l'ancien front de l'Est de la Première Guerre mondiale. Didier, chef de centre depuis 2013, y dirige une équipe de 13 démineurs. Bon Fred, Ouais. on va sur le Hartmannswillerkopf. Ça marche. Ils sont appelés aujourd'hui pour enlever un obus encore actif de la guerre 14-18. Une mission de déminage est toujours effectuée en binôme. Cela permet au démineur qui intervient d'avoir un deuxième avis et un appui en cas d'explosion. Dans la forêt vosgienne, 300 tonnes d'obus attendent encore d'être dépolluées. Les démineurs se rendent sur un site qu'ils connaissent bien, le Vieil Armand, anciennement appelé Hartmannswillerkopf. La bataille du Hartmannswillerkopf commence en janvier 1915 sur une montagne située maintenant en Alsace, mais qui à l'époque était allemande. Le Hartmannswillerkopf, c'est un éperon qui s'avance un peu dans la plaine d'Alsace, qui permet une vue à 360 degrés et qui était un point privilégié pour l'observation. Or, la plaine d'Alsace étant allemande à l'époque, il n'était pas question de laisser ce point d'observation aux Français, qui aurait été un avantage assez conséquent sur l'activité allemande. En janvier 2015, les combats au Vieil Armand s'intensifient. Chacun s'enterre en creusant boyaux, tranchées, galeries et se protège pour se préserver des tirs ennemis. Des deux côtés, des obus de tout calibre déchiquettent la montagne. L'une des caractéristiques de la Première Guerre mondiale est d'être, pendant l'essentiel de sa durée, une guerre de position, une guerre de front fixe, de front continu.
d'une position à l'autre, on envoyait des bombes et des obus qui donc pouvaient être restés dans le sol et on en a beaucoup retrouvé à partir des années 18, 19, 20, mais beaucoup n'ont pas éclaté et on en trouve encore. Le déminage est un service public qui fait partie de la sécurité civile. Les démineurs se doivent de répondre aux nombreuses demandes d'enlèvement sur des munitions historiques. Bonjour Didier, ça va? Et toi? Tu as des éléments sur le... Ouais, donc il me semble que c'est un 105 allemand, longueur 40 cm, 50 cm, complet. C'est Gilbert Wagner, guide au mémorial, qui les a prévenus de sa découverte. Dans le jargon des démineurs, cette personne clé est surnommée le découvreur. Le découvreur, c'est notre référent lorsqu'on exécute la mission. C'est lui qui va nous indiquer où se trouve la munition, qui va peut-être prendre les photos qui vont nous permettre de l'identifier et faire prendre des mesures conservatoires. En tout cas, c'est la personne sur laquelle on va s'appuyer lorsque l'on exécute la mission. Cet éperon rocheux jamais dépollué occasionne entre 5 et 10 interventions par an, car ce sommet fortement disputé pour sa position stratégique a été en 1915 le théâtre de combats d'une rare violence qui ont duré 1 an et n'ont pas trouvé de vainqueur. Crois-moi, ça a été canardé ici. Ça a été parce que les Allemands savaient. De toute façon, ici, ils ont ramassé. Ah oui. Tu vois, ça par exemple, c'est le boyau 2 qui montait vers la croix. La croix, elle est dans, dans cette direction. Et tu vois un peu après 100 ans. Donc c'était beaucoup plus profond à l'époque. L'usage extrêmement massif qui a été fait de l'artillerie pendant la Première Guerre mondiale a obligé, du fait des contraintes de fabrication, à fabriquer et à livrer aux armées des obus de moins bonne qualité. C'est à cause de défauts de fabrication dans le mécanisme de détonation que 20% des munitions tirées n'explosaient pas à l'arrivée. Mais ces millions d'obus qui sommeillent dans notre sol ont encore une charge explosive active. Et donc ces obus qui se sont fichés en terre, qui ont été progressivement recouverts et qui ont disparu, qui ne sont plus visibles, la terre va les rendre au fil des années. Je l'ai. Personne ne l'a piqué. Donc voilà, la fusée, tu vois, c'est pas complet. Hein. Elle est pas complète. Non, elle est bien amouchée. Mais elle est amouchée. Mais elle est dessus. Ok, ça marche. Il n'est pas ouvert. Je vais regarder, je vais jeter un coup d'œil. Voilà, j'espère. Ouais, ça marche. Allez, bonne chance. L'aspect extérieur paraît anodin, puisque c'est un obus qui est systématiquement soit rouillé, soit délété, soit un peu de mousse dessus d'ailleurs qui donne un air assez champêtre. À l'intérieur, c'est neuf. Les marquages sont neufs, il n'y a pas eu d'altération. L'étanchéité était merveilleusement faite à l'époque. Un obus est composé de 3 parties principales: la douille, l'obus et la fusée. La douille, qui sert à envoyer l'obus sur sa cible, renferme une charge propulsive. Une fois l'obus tiré, il se sépare de sa douille qui reste dans le canon. La charge explosive et la fusée, elles, partent sur leur cible. Le percuteur positionné à l'avant dans la fusée se déclenche en touchant le sol. Cet obus allemand, toujours actif, doit être manipulé avec précaution. En tombant, ces mécanismes de mise à feu pourraient se remettre à fonctionner. Ouais, elle est bien amouchée la fusée. Hein. Lorsqu'il tombe, le risque c'est qu'il tombe sur son amorçage et qu'il mette à feu l'obus. Donc on va le ramener. Très bien. Allez, c'est parti. Bon, maintenant faut que tu montres par Alors, tu essayes de ne pas chuter, hein? Oui, dans la mesure du possible. Non mais là je vais marcher du tout. Hein, ouais. On ouvre la route et on va descendre ici. Là, c'est beaucoup plus clair. Ouais, ok. Tu veux qu'on passe la tranchée, là? Oui, là, il faut passer la tranchée. Ok. Attention. Ah, c'est bon. Voilà. Une vraie danseuse. Cet obus de 10-5 allemand renferme 30 kg de charge explosive. Aucune tenue de protection ne serait assez résistante pour protéger le démineur.
Ce type d'obus, s'il venait à fonctionner, outre le cratère qu'il formerait, c'est l'ordre du mètre, il projetterait jusqu'à 1000 mètres environ des éclats de petit calibre, on va dire, à haute vélocité, donc c'est plusieurs centaines de mètres par seconde, ce qu'on appelle nous les éclats missiles, et tout ça sur un rayon de 360 degrés, ça fait à peu près entre 15 et 18 kilos de fonte acérée qui seraient projetés à haute vitesse, quoi. On a eu beaucoup de morts comme ça, selon la manipulation des engins explosifs. Après, c'est un danger, je dirais, le danger est maîtrisé. Donc on ne maîtrise pas tout, mais on maîtrise une grande partie de ce danger. Allez Fred, tu prends ? Bon, tu portes comme tu veux, fusée en haut. D'abord, il y a la prise en main qui est très importante. On met la munition dans une condition particulière. En l'occurrence, pour celui-là, amorçage vers le haut. Si la munition venait à glisser, elle tomberait sur le culot et non pas sur l'ogive. Ensuite, on progresse en vérifiant systématiquement la qualité du terrain pour pouvoir faire un déplacement dans d'excellentes conditions pour être sûr de ne pas générer d'accidents de parcours. Vous êtes français ? Parlez français ? Deutsch ? Vous pouvez, s'il vous plaît, vous mettre sur le côté là-bas? Nous avons une munition à évacuer. Merci beaucoup. Ok, bon, bah, c'est bon. La pluie d'obus qui s'est abattue sur la montagne vosgienne a fait en un an 30 000 morts des deux côtés. La violence des combats et la rigueur du climat l'ont rendue aussi terrifiante que celle plus célèbre de la Marne, de la Somme ou de Verdun. Ici, tu pars du boulet de pierre jusqu'à 1945. Tout ce qui est ici est fait pour blesser, tuer, détruire, mutiler. Bon, c'est un petit côté attractif par les couleurs, etc. Mais ce sont des engins qui sont faits pour tuer, ça, il ne faut jamais l'oublier. Une partie de l'arsenal complexe de 14-18 est conservée dans un centre de déminage près de Versailles. Il sert à la formation des démineurs pour la reconnaissance des munitions historiques. On s'accorde à peu près à dire que la Première Guerre mondiale, on a à peu près utilisé 1 milliard d'obus, tout belligérants confondus. Pour la France, ça représente, au niveau des fabrications, on a fabriqué 332,5 millions d'obus, du calibre de 65 mm au calibre de 400. L'obus est la munition la plus utilisée de la guerre 14-18. C'est pour cela que les démineurs en retrouvent encore autant aujourd'hui. C'est l'engin explosif emblématique de ce conflit. C'était astronomique. On en fabriquait vers la fin de la guerre jusqu'à 90 000 obus jour. Et on en consommait quasiment tout autant. Il y a des jours où on n'arrivait pas à fournir finalement la quantité qui était tirée. Mais bien qu'utilisés comme arme de précision, les obus vont s'avérer inadaptés à une guerre de position. Les combats étaient prévus en plaine, sur des terrains plats, où on pouvait s'affronter en ligne directe. C'est-à-dire on positionnait les canons, on attendait l'ennemi, et dès que l'ennemi arrivait, on essayait de défoncer sa première ligne et ensuite sa deuxième ligne. Mais les tranchées bloquent l'avancée des deux armées, et même les pilonnages des positions arrière n'y peuvent rien. La Première Guerre mondiale s'enterre car les soldats qui se cachent sont de plus en plus difficiles à atteindre. Des deux côtés, on cherche alors à inventer la nouvelle bombe qui pourra remettre les combats en mouvement. Devant le blocage de la situation tactique, les Allemands vont être les premiers à expérimenter, à essayer de développer ce qu'on va appeler l'arme chimique. Les gaz de combat sont indissociables de la guerre 14-18. C'est l'Allemagne qui est la première à lancer une attaque d'obus chimiques de grande envergure, sur le front de l'Est, le 31 janvier 1915. Dans cette première phase, il s'agit en fait de bouteilles qui sont positionnées en direction de l'ennemi, que l'on ouvre, et portées par des vents favorables, elles doivent permettre d'entraîner un nuage toxique vers les lignes ennemies. On se rend bien compte que c'est une utilisation extrêmement aléatoire. Il suffit d'un mouvement des vents, il suffit d'un retournement du vent pour qu'en fait le nuage toxique revienne sur ceux qui l'ont lancé. Et c'est parfois ce qui va se produire. Pour envoyer plus efficacement les produits chimiques sur l'ennemi, les belligérants vont enfermer la charge toxique dans une bouteille intégrée à l'obus.
Des grenades, bombes ou obus chimiques de la Première Guerre mondiale, on en retrouve sur le territoire français 5 à 8 tonnes par an encore aujourd'hui. Toutes les munitions potentiellement chimiques sont acheminées vers un centre tenu secret, géré par une unité de 15 démineurs. Cette base ultra sécurisée est destinée à leur identification et à leur stockage. Ces munitions, elles sont quand même relativement dangereuses, c'est un produit toxique. Il peut y avoir une dispersion, on peut très facilement contaminer différentes personnes qui viendraient la toucher, à la manipuler. Donc il faut évacuer rapidement ces munitions et les mettre ici en lieu sûr. Tous les démineurs de France doivent passer par ce centre. Aujourd'hui, c'est l'unité de Metz qui vient faire analyser 600 kg de munitions. Seul un passage au rayon X pourra révéler si elles sont de type chimique ou explosif. Les munitions qu'ils nous amènent, elles ont toutes les caractéristiques qui pourraient correspondre à une munition toxique. Mais on a exactement les mêmes caractéristiques pour des munitions explos. On va prendre les munitions une par une et on va les emmener dans la salle à rayon X pour identifier le chargement. Faire la levée de doute, c'est-à-dire savoir si c'est un explos ou si c'est un toxique. S'il est explos, les mis dans la caisse à explos, il repart parce que j'ai pas le droit de stocker de munitions explos sur le site. Et si c'est des munitions toxiques, en fonction des chargements et des calibres, on va les répertorier dans les caisses. La caisse explos dans laquelle on va mettre les munitions qui seront donc avérées explosives. Et ensuite, on a différentes caisses qui ont été placées au préalable et qui correspondent à différents chargements chimiques et à différents calibres de munitions. Chlore, phosgène, gaz moutarde, de nombreuses compositions chimiques vont être testées. Cet arsenal complexe avait ses propres codes de reconnaissance. On utilisait des marquages de couleurs dont on retrouve encore des traces sur certains obus. Une croix, deux croix, trois croix. C'est le bleu ici, et là. le bleu. Ouais. Et il descend jusqu'en bas, non? Ouais, quasiment. Ouais. Belle croix bleue qui est marquée ici. On retrouve avec, là ici, on a une belle croix, une bande bleue qui devait descendre une bonne partie du corps du projectile. Ces marquages, ils sont là pour identifier la munition, de manière à ce que les munitionnaires de l'époque, ils sachent quelles munitions ils vont charger, ils vont tirer. Contrairement à la plupart des autres moyens d'attaque, avec les armes chimiques, il est plus facile de développer des contre-mesures efficaces, comme les masques à gaz. Les deux camps vont se livrer une guerre acharnée pour créer de nouveaux composés chimiques, les plus meurtriers possibles. Les produits comme le phosgène, difogène ont été à l'origine à peu près 80% des décès sur le conflit de 14-18. Le diphosgène est un des premiers gaz de combat utilisés par l'armée allemande. Ce gaz suffocant a la particularité d'être très persistant, car il imprègne le terrain et les vêtements. Il est utilisé pour la première fois sur le front de Verdun. J'utilise souvent une formule qui est de dire que le sol de Verdun est constitué aujourd'hui pour un tiers de terre, pour un tiers d'ossements humains et pour un tiers d'éclats de métal. Selon les estimations, entre 70 et 80 millions d'obus sont déversés en 10 mois. Ça, c'est un mortier de 4 pouces anglais. Un mortier de 4 pouces anglais. Donc, il était très souvent chargé en toxique liquide. On l'a trouvé sur le champ de bataille, mais meusien, donc sur Verdun, dans le secteur. Comme tous les obus qui sont amenés au centre, ils sont passés au rayon X. Seule une radiographie pourra révéler la présence ou non de produits chimiques. La munition, on la positionne sur un support et ensuite tout le monde évacue la pièce parce qu'on va forcément pas rester dans la salle. On a un poste de tir à distance et on va envoyer un flux continu de rayons X qui va nous permettre de passer au travers de l'obus. Et donc on va avoir une image comme une radiographie, voilà, en lecture directe. Ok, je tire.
liquide. Hein. L'ondulation, là, c'est le liquide toxique. Et je fais un petit peu bouger la munition, on voit bien, comme dans une bouteille d'eau, tout simplement. Avec ici, donc, une gaine explos pour éventrer la munition et faire sortir, laisser s'échapper l'agent toxique. Toxique liquide 11014. 11014. Une fois que la levée de doute est faite, la munition est étiquetée. Donc là, la munition, elle a une identité, on lui attribue un numéro et qui va la suivre jusqu'à sa destruction. Ensuite, elle est rangée dans la caisse qui correspond à son calibre et à son type de chargement. Une fois que c'est fait, que la mission de levée de doute est terminée, nous on récupère les caisses et on les stocke. La destruction de 300 tonnes de munitions chimiques stockées dans ce centre est programmée dans une nouvelle usine appelée Sequoia, qui répond aux normes écologiques. Le douloureux souvenir des combats au gaz toxique va enfin pouvoir prendre fin. Au sortir de la guerre, on estime que 4% des morts ont été causés par les gaz de combat. La Première Guerre mondiale a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. 10 millions de civils et de militaires sont tués. Des terres agricoles entières sont dévastées. De la même façon que le développement de l'artillerie et l'emploi de l'artillerie pendant la Première Guerre mondiale n'était pas prévu, n'était pas attendu avant le début de la guerre, de la même façon, à la fin de la guerre, le désobusage, personne ne l'avait préparé. 1 milliard d'obus ont été tirés par les belligérants. 100 ans après leur fabrication, ils ressurgissent, souvent encore actifs. Mais ce désobusage qui perdure encore aujourd'hui ne serait rien s'il venait pas s'ajouter à la dépollution du deuxième conflit le plus meurtrier de tous les temps, la Deuxième Guerre mondiale. Après le retour de la paix en Europe, la course à l'armement va rapidement reprendre. La rancœur de la défaite va provoquer une montée du nazisme. L'arsenal militaire allemand va vite se moderniser, avec notamment le développement massif d'un nouvel engin explosif, la mine. Le concept de mine existe depuis le Moyen-Âge, mais je dirais que la mine moderne a plutôt été inventée pendant l'entre-deux-guerres. On s'est aperçu effectivement que cette arme était peu coûteuse, très facile à fabriquer en grande quantité, et puis qu'elle avait un immense pouvoir de nuisance. La mine fonctionne grâce au principe de la réaction en chaîne. Sous son enveloppe, elle possède un dispositif de mise à feu, l'allumeur-capteur. C'est lui qui va, sous l'effet d'une pression, produire une flamme ou un échauffement. Et c'est cette flamme qui va provoquer l'action d'une petite charge très sensible, qui a pour rôle de déclencher la mise en œuvre de la charge principale. Après la défaite française, les armées du Reich doivent consolider les positions stratégiques annexées. Ils vont protéger leur retraite à l'aide de plusieurs types de mines. Les mines anti-chars et les mines antipersonnelles. Comme toute arme, eh bien, on va chercher une contre-mesure. Et lorsque la mine commence à être développée, on va chercher effectivement comment combattre la mine. Combattre la mine, c'est la détecter. L'histoire du détecteur de métaux commence au XIXe siècle. C'est d'abord pour un usage civil qu'un Allemand, Gerhard Fischer, va créer le métalloscope. Mais c'est un ingénieur polonais, Józef Kozaski, qui va inventer en 1941 le premier détecteur de mines militaire. Ce modèle sera largement utilisé par l'armée britannique et par les Français pour déminer la France. À peine le débarquement terminé, les Britanniques sont à la recherche de personnel pour déminer les plages françaises. Ils vont trouver, dans de jeunes Français qui cherchent à combattre les Allemands, eh bien une main-d'œuvre pour effectuer ce travail. Jean Chollet est un des derniers démineurs civils témoins de cette période. C'est un allumeur de mine pour les télermines. Au moment du débarquement, il cherche à s'engager pour aider l'armée française. Je me suis engagé dans le déminage en 1944, en septembre 1944. C'est à Bayeux qu'il y avait une école de mine que tenaient les Anglais, les School Mines.
Le sous-officier qui nous avait reçus dit, vous savez, c'est vraiment dangereux, le risque est gros. Alors, en 8 jours, on a après déminé. C'était absolument beaucoup trop court, évidemment, et si bien qu'au début, tous les accidents sont venus de là, parce qu'on n'était pas assez aguerris aux mines. Et il en restait énormément, il en restait des millions même. The flags of freedom fly all over Europe. En 1945, les spécialistes français firent une estimation du nombre de mines à neutraliser. Les plus pessimistes avancent le chiffre de 50 millions d'engins non éclatés. Cette mission va passer des Anglais aux mains du jeune gouvernement français du général de Gaulle. Donc le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme a été créé en novembre 1944 et en février 1945 a été créé au sein de ce ministère la direction du déminage. En février 1945, effectivement, le service de déminage est pleinement opérationnel. Cette section va être confiée à Raymond Aubrac, le résistant et époux de la célèbre Lucie Aubrac. L'urgence pour Raymond Aubrac était alors de trouver la main-d'œuvre qui accepterait un travail aussi dangereux. Un peu plus de 3000 démineurs furent engagés et la direction du déminage obtient des alliés l'autorisation de prélever un contingent de 48 500 prisonniers allemands qui, encadrés par des militaires français, vont participer au déminage. Pour arriver à faire coïncider cet emploi des 50 000 prisonniers allemands et les conventions de Genève, il est dit que tous les prisonniers employés au déminage devaient être volontaires. Concrètement, ça a été à peu près respecté. Maintenant, quand on est un peu au fait de comment se passent les guerres, il est évident qu'ils n'étaient pas tous volontaires et il est évident qu'ils ont déminé, ils ont mis la main à la pâte plus que dans la manutention. Et il s'avère finalement qu'à la fin de l'année 1947, eh bien, on peut considérer que la France a été déminée. Cette dépollution rapide, je dirais, est due à deux facteurs. D'une part, il y a moins de mines que prévu, et puis de l'autre, le minage a été fait par des militaires, et donc avec des plans de mines, et ces plans de mines n'ont pas été détruits. On s'est rendu compte très vite que sur les plans allemands, quand il y avait marqué 99 mines, il n'y en avait pas 100, il y en avait 99, que l'emplacement qui était défini était le bon, que le système de piégeage qui était mis était le bon. Et il n'y a pas, si un jour on découvrait qu'il y avait une mine qui manquait, il fallait refaire le déminage parce qu'on était sûr qu'il y en avait une encore dans le champ. Et en fait, ça a permis une avancée phénoménale et une avancée rapide finalement de la dépollution des champs de mines. Globalement, en 1948, le gros du déminage est fait. Ce qui n'empêche pas qu'il reste des mines qui n'ont pas explosé. Et puis, quand le service du déminage a été créé, il ne s'agissait que des mines. Les obus et les bombes restaient du domaine de l'armée. L'armée s'est rendu compte que les démineurs travaillaient bien et donc assez vite, ils ont confié la tâche de désobuser et de débomber au service du déminage. À la fin du mois de juillet 1944, la bataille de Normandie fait rage. Nombreux sont les villes et les villages totalement détruits par les bombardements. Pour contenir la débâcle allemande, le haut commandement allié programme la destruction d'une dizaine de villes de Basse-Normandie, entre Pont-l'Évêque et Coutances, en passant par Vire. Les 6 et 7 juin, un véritable tapis de bombes s'abat sur elles. « 70 ans plus tard, une de ces bombes est retrouvée à Condé-sur-Vire lors de travaux de terrassement sur le parvis de l'église. Depuis 8 heures du matin, la population est évacuée. Le périmètre de sécurité est mis en place. Une équipe de 3 démineurs est déjà sur place. Je vais essayer de la soulever, la venez comme ça.
Cette opération délicate et dangereuse a été planifiée depuis plusieurs mois. Cette bombe est une bombe d'aviation, donc larguée lors du conflit 39-45. Elle est de nationalité américaine. Elle pèse 500 livres, donc ce qui fait l'équivalent à peu près de 220-230 kg. Elle a un chargement de 110 kg d'explosifs. Cette bombe, si elle venait à exploser, à l'endroit où elle est placée, donc au milieu du village, on peut être certain qu'une bonne partie de l'église n'existerait plus. Et les maisons qui sont à proximité également, voilà, plus de fenêtres, des dégâts matériels quand même très importants. Les démineurs doivent d'abord mettre à jour la bombe en nettoyant autour. Pour contenir le risque, des ballots de paille appelés merlons ont été positionnés autour du chantier. Le danger est palpable. Il y a 110 kg d'explosifs à l'intérieur de la bombe. Lorsqu'on fait une opération comme ça, on n'écarte jamais le risque qu'au moment de la manipulation, au moment de la neutralisation, la bombe puisse fonctionner. C'est pour ça que ce merlon de paille a été érigé, afin de contenir les effets de souffle et les éclats dus à l'explosion de la munition si jamais elle vient à fonctionner. Ouais. Ah bah, vous verrez bien. Hein. Voilà, ça va être la loterie. Ouais. Mais bon, comme avec toutes les 103. Oui, c'est où ça vient facilement, où tu mets 2 heures. L'explosif est relié à 2 fusées d'amorçage, une à l'avant et l'autre à l'arrière. Cette bombe très sensible et indéplaçable en l'état va être désamorcée sur place. Bon, bah, je vais appeler Jean pour lui savoir où ça en est. Dès qu'on a le top. APCCQ des mineurs. 2 systèmes, c'est plus compliqué, c'est plus long et c'est aussi plus sensible. C'est-à-dire que quand on va travailler sur le premier système, on peut engendrer des vibrations qui peuvent mettre en fonctionnement le deuxième système. On a le risque sur le premier, on a le risque sur le deuxième. La zone est évacuée, on peut commencer les opérations de désamorçage. Ok, donc feu vert pour nous pour commencer à désamorçage. On commence par la fusée de culot. Ouais. On va commencer par la fusée de culot. Bon écoute, moi je laisse les gars sur place, ils vont pour le boulot et je te retrouve au PC. Ça marche, bon courage à tes gars. Ok, merci, à plus tard. Bon bah j'y vais. Bon bah bon courage. Le chef d'équipe qui supervise la mission laisse les 2 démineurs travailler sur la bombe. Il se rend dans un gymnase où des habitants attendent. Un PC de sécurité a été mis en place. Monsieur le directeur de cabinet, vous allez bien? Tout va bien. Ouais. Sur l'origine, il faut confirmer que c'était une bombe, donc en termes de pays d'origine, le pays qui avait... Américaine. Américaine, ouais, d'accord. Pas de problème. Voilà. Avec 2 systèmes d'amorçage, un à l'avant, à l'arrière. Donc celui de l'arrière a l'air à peu près en bon état, si on peut parler comme ça. Celui de l'avant, on va bien voir. Lorsqu'une bombe est larguée par avion, elle arrive au sol et subit un choc énorme qui entraîne normalement le fonctionnement de la fusée et donc l'explosion de la bombe. Quand 2 systèmes d'amorçage étaient montés sur une bombe, c'était pour s'assurer qu'au moins un des 2 fonctionne à l'impact. Mais dans le cas où la bombe n'a pas explosé, comme ici à Condé-sur-Vire, c'est parce que ces systèmes de mise à feu sont déformés ou décapités, ce qui complique leur démontage et rend l'opération très dangereuse. T'as réussi à les dévisser? D'accord. Bon ben voilà, la 103 c'est bon. À partir du moment où on a enlevé les 2 systèmes d'amorçage, la plus grosse partie du travail, surtout la partie délicate du travail est effectuée. On ne peut pas laisser cette bombe ici parce que bon, même si les systèmes sensibles ont été enlevés, on reste avec une quantité d'explosifs importante. Il faut retirer cette bombe de là où elle est pour pouvoir la charger dans notre véhicule. Et là, heureusement, par rapport à nos collègues des mineurs, juste après la guerre, on a des moyens mécaniques qui nous permettent quand même de travailler un petit peu plus facilement. Il y a une sorte de, je dirais, fascination pour l'obus ou la bombe, parce que c'est à la fois un objet extrêmement meurtrier, mais avec les années, en fait, il devient un témoin de notre histoire, un marqueur d'une époque,
et en identifiant les bombes, les obus ou tout autre armement sur le sol de France, eh bien c'est une part de notre histoire nationale que cela nous raconte. On est toujours imprégné par ce qui s'est passé, par l'histoire du lieu. On essaie de s'imaginer un peu les conditions dans lesquelles les hommes se sont battus et dans lesquelles les hommes ont vécu. Et finalement, les démineurs, on est dans la continuité finalement de cette histoire-là. Nous, on est là pour terminer cette guerre, pour qu'il ne reste plus rien, pour la dépouiller, pour rendre finalement la terre comme elle était avant-guerre. Voilà, c'est moi. Mission réussie par les 2 collègues qui sont intervenus sur cette bombe, qui ont travaillé super bien. On l'a eu et puis on est bien content de l'avoir eu. Là, à l'heure actuelle, elle ne doit pas être très loin d'arriver à son site de repos en attendant qu'on puisse la faire disparaître. Chaque année, les démineurs de France ramassent 500 tonnes d'engins explosifs. Pour s'en débarrasser, ils programment leur destruction en les faisant exploser sur des terrains sécurisés. La destruction en fourneau est quelque chose que nous réalisons à Colmar de façon régulière, simplement parce qu'à Colmar, on enlève moyennement 20 tonnes par an et les munitions que l'on ne détruit pas sur place et qui sont chargées en explosifs, on les détruit par fourneau. Les explosifs récoltés depuis 3 mois vont être déposés dans ce trou. Cette destruction se fait sur un site très particulier qui nous appartient et sur lequel donc, on fait les destructions en toute sécurité. À ce stade-là, le risque est multiplié d'autant de fois qu'on manipule des munitions que lorsqu'on travaille sur une munition isolée, on travaille sur une seule munition. Là, on travaille sur un nombre de munitions assez important. Le risque d'explosion est bien plus important lors de la confection d'un fourneau que lors du travail sur une munition isolée. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 75 et 3, 7, 7. On monte le fourneau d'une certaine façon, les plus petites munitions en dessous, et on monte ce fourneau en finissant par les plus grosses munitions, puisque c'est elles qui ont la plus grande charge de matière active et qui vont transmettre l'onde de détonation aux plus petites munitions qui sont en dessous. Ouais, il va y avoir du rendement. Je mets bien au contact, ça sera pas mal. J'ai un 120 là qui fera l'affaire aussi. Bon rendement ou pas? Celui-là, oui. Là c'est bon, c'est prêt. Tu vois, il y a que les mines à chercher. Allez. Petit gâteau d'anniversaire. Les mines vont servir de détonateurs. Ce sont elles qui vont initier la réaction en chaîne. L'onde de choc provoquée par cette première explosion va se propager sur les plus grosses bombes de l'étage du dessous. En explosant à leur tour, elles détruiront instantanément les petits obus posés juste en dessous. La réaction en chaîne sera si rapide qu'on ne verra à l'œil nu qu'une seule et même explosion. C'est bon, Oui. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est Dominique, on a fini. Tu peux envoyer, Michael? Le premier coup, comme d'habitude, hein. Ok? L'ensemble du minutieux fourneau est fini.
Il faut maintenant le recouvrir pour contenir l'explosion et éviter tout danger. Sur le fourneau, on applique la règle qui est 1 tonne de sable pour 1 kg d'explosifs dans le fourneau. En l'occurrence, nous, on détruit en moyenne 50 kg, donc on est à 50 tonnes de sable. C'est bon, c'est prêt, Dominique? C'est prêt. Attention pour un décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. L'énergie phénoménale développée par l'explosion a tout détruit. Il ne reste plus rien des 50 kg d'engins explosifs. C'est un soulagement. On enlève un poids autant physique que moral. La force destructrice de l'explosion montre bien le danger du travail accompli par les démineurs. Pour eux, la menace est partout, sur Terre, mais aussi sous l'eau. Des engins explosifs subaquatiques, il en reste encore aujourd'hui, surtout sur la partie nord-ouest du territoire français. Les ports ont été largement bombardés pour des raisons stratégiques pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, Brest est détruite à 75%. Les bombardements aériens et terrestres achèveront la ville, qui n'est plus qu'un vaste champ de ruines. Il faudra 10 ans pour reconstruire la ville, qui aujourd'hui porte encore des stigmates de ce conflit. Le centre de déminage de Brest est spécialisé dans la dépollution subaquatique. Plusieurs bombes et obus de la Deuxième Guerre mondiale ont été repérés dans l'eau. Une équipe de démineurs-plongeurs prépare l'intervention. Donc la situation se présente comme ça. On a ce gros bloc béton, les obus qui sont coincés dessous, et l'autre partie du bloc béton, et le tout est relié par des barres en ferraille. Donc il va falloir les découper. Donc la phase 1, ce sera découpage des 6 barres de fer à la lance thermique. D'accord. Ensuite, élingage de cette obstruction. On la soulève, on la déplace. Ensuite, on récupère les obus qui sont enfouis un peu plus profond. C'est bon pour tout le monde? Donc le matériel a été embarqué, on va pouvoir appareiller. Allez, rendez-vous sur le port. En France, 46 démineurs sont spécialisés en plongée. Ils s'occupent des interventions dans les eaux intérieures. Rivières, fleuves, lacs ou ports font partie de leur zone de compétence. C'est après la guerre que les premiers démineurs sont confrontés à la dépollution subaquatique. Un des pionniers de cette période s'appelle Jean Souille. Jean Souille, c'est notre mentor, on va dire, au niveau des plongeurs, puisque c'est vraiment lui qui a mis la plongée au niveau de la sécurité civile, enfin au niveau du déminage. Au début, il n'y avait pas de service plongée. C'était les munitions qu'il y avait dans l'eau, qui étaient à récupérer ou qui étaient à désamorcer. Et c'était les premiers qui s'étaient formés comme ça et qui allaient faire les interventions et régler le problème, quoi. Michel a eu Jean Souille comme parrain de promotion. Il est donc l'un des héritiers du savoir-faire de ces premiers démineurs-plongeurs. Il supervise la mission du jour. Brest a été ravagé par les bombes et par les combats après. Des bombes, on en retrouve de moins en moins, heureusement, pour les populations. On va principalement être axé sur des munitions qui sont tombées à l'eau. Et puis, quand c'est tombé à l'eau, quand c'est sous l'eau, la surface est nette, on ne voit plus rien, mais la munition est toujours dessous, quoi. Plusieurs obus d'artillerie sont coincés sous un bloc de béton. Pour les atteindre, il faut soulever le bloc principal à l'aide de bâches gonflées. Il faut d'abord découper sous l'eau des tiges de fer qui relient deux blocs entre eux.
l'eau, eh ben, on peut être conditionné par un créneau de plongée autorisé qui est très court. Il faut que l'on agisse vite. Donc les gestes doivent être propres, nets et précis. Une fois les tiges de fer découpées, les plongeurs passent à la deuxième étape, le levage du bloc de béton. Il faudra gonfler 2 parachutes sous-marins à l'aide d'une bouteille d'oxygène pour réussir à dégager les obus. Les choses ne sont jamais simples sous l'eau. Et une situation qui pourrait, en milieu aérien, rester rattrapable peut très vite tourner au dramatique sous l'eau et peut virer à la catastrophe. Le bloc est entre 2 eaux. Les obus sont enfin accessibles. Les démineurs vont pouvoir les sortir à l'aide d'un filet accroché à un petit parachute. On est prêt à gonfler. En bougeant le bloc de béton, de la vase s'est dissipée dans toute la zone. La visibilité est quasi nulle. C'est à tâtons que les démineurs plongeurs chargent les obus dans un filet. On évolue dans un milieu qui est un petit peu hostile, donc on va être dans des conditions de visibilité qui vont être médiocres, voire nulles. Des fois, on a un peu des yeux au bout des doigts pour toucher les choses et essayer de deviner ce que c'est, parce qu'on ne les voit pas. Un nettoyage des fonds est effectué à l'aide d'un aspirateur sous-marin. Sous la vase, un nouvel obus est découvert. Quand on sort une munition, au début, elle est mouillée. Et c'est après, quand elle se met à sécher, qu'elle va commencer à se dégrader. Il faut toujours avoir un temps d'avance et analyser les choses avant qu'elles ne se produisent. C'est un peu ce qui nous préserve, c'est un peu notre sécurité. Ouais, impeccable. Ah, bonne plongée, c'est du bon boulot ça? Ouais. Il y a 2 obus américains de 57 mm. Tout ça, c'est de la Seconde Guerre, tout ça. Ça, c'est un obus de 75 français. Et là, on a un obus de 90 mm français aussi. Pareil. Deuxième conflit. La diversité des munitions retrouvées aujourd'hui montre bien la durée et la violence des combats. Intervenir, enlever une menace, avoir le sentiment d'avoir sauvé des vies. C'est ce sentiment qui est très important. On pense toujours qu'un blessé ou un enfant qui se tue avec une munition de guerre, pour nous, c'est un échec. Et on n'aura pas fait notre boulot, peut-être on aura manqué quelque part ou on aura fauté quelque part. Et nous, on est là justement pour que ça n'arrive pas. La Première et la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas vraiment terminées pour les démineurs de France. Ils sont les derniers combattants invisibles qui peuvent se blesser ou mourir à cause d'engins explosifs. Chaque année, un dépôt de gerbes est organisé pour rendre hommage aux démineurs de France morts en fonction. C'est dans l'Est, dans le massif du Ballon d'Alsace, qu'un monument a été érigé en 1957. Le déminage a payé un lourd tribut en vie humaine et on est aujourd'hui à 621 morts en service.
C'est quelque chose de très important que de venir ici, ne serait-ce que de se recueillir un instant en représentant la corporation des démineurs, parce que je suis là au nom de l'Association des démineurs de France. Les démineurs, ils ont un métier quand même très particulier, puisque en fait, eh bien, par leur action où ils risquent leur vie, eh bien, ils permettent le retour à la vie des populations. Et je pense que leur plus grande fierté, c'est celle-là. Les démineurs sont toujours des soldats de la paix, car on enlève les munitions des 3 derniers conflits et on est toujours en activité. On est derniers combattants, on va dire, puisqu'on est toujours en relation avec la munition et les 2 guerres. On est les compagnons de la bombe, ça me va bien, ouais. Plus que les ouvriers de la bombe, je préfère être un compagnon de la bombe, on dira comme ça. Le travail colossal des démineurs de France est loin d'être fini. Selon les estimations, il leur resterait encore 700 ans de dépollution pour effacer définitivement les stigmates de ces 2 guerres.